Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Paris pour One Star, l'émission d'Aimé dans sa venue qui met en lumière les personnalités du monde de la danse, connues ou reconnues. Donc nous retrouvons aujourd'hui Christophe Gilles, un artiste pluridisciplinaire. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Christophe, nous allons aborder plusieurs thèmes ensemble, à commencer par ta présentation. Pourrais-tu nous faire une synthèse de ton parcours, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, ma nature est une nature très, très éclectique. Donc, je précise ça parce que toute ma vie est fondée là-dessus. Donc, dès ma plus tendre enfance, aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours été très sensible à la fois aux arts et aux sciences. C'est un rôle extrêmement important chez moi. Donc, mon parcours a été... Les premières choses importantes sont des chocs esthétiques musicaux. Donc, le premier choc dont que je puisse me rappeler, c'est Mozart. J'avais 4 ans, je passais devant un poste de radio et j'ai encore l'image en tête. Je m'arrête comme ça et je demande à ma mère, mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, c'est Mozart. Bah, c'est resté. Ensuite, bon, la vie avance. Deuxième choc esthétique musical, le jazz. Et là, c'était une émission d'un réalisateur des années 60-70 qui s'appelait Jean-Christophe Averty. Et il y avait une émission de télévision sur le jazz New Orleans qui passait, sur la télévision noir et blanc, parce que c'était en noir et blanc à l'époque. Ouais. Et oui. Et là, j'entends cette musique de Nouvelle-Orléans et je me suis jeté le pif sur l'écran de télé en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et c'était deuxième choc esthétique musical, j'entends. Ouais. Il y avait eu auparavant d'autres chocs esthétiques. Je fonctionne beaucoup comme ça. Ce sont ce qu'on appelle des ébranlements intérieurs. Et ce qui est très intéressant, c'est on sait qu'il y a un avant et un après. Bon, ça, je ne savais pas à l'époque. Maintenant, c'est pensé avec une tête d'adulte. Mais il y a un avant et un après. Et il y a, à l'instant T, on sait que la vie vient de changer d'une manière à définir, mais elle vient de changer. Et donc, ce qui m'a mené vers le métier que je fais actuellement, en fait, c'est un double parcours. En fait, assez curieusement, pendant très longtemps, j'ai voulu être dans le monde des sciences. Alors, mon premier amour a été Cousteau. Gros amour. Hein. Avant ça, je voulais être conducteur de train. J'ai même, paraît-il, voulu être boxeur. Et tout petit. Conducteur de métro, bien sûr. Je suis un vrai parigot, donc les métros, c'était toute une histoire. Et puis, Cousteau, ça, c'était quelque chose qui a duré très longtemps. Et puis, progressivement, ça a basculé vers les fusées. J'ai voulu être un ingénieur astronautique et j'ai voulu bosser à la NASA. Donc, j'ai fait des études en conséquence. Mais parallèlement, assez vite, j'ai fait du piano, de la danse, des claquettes, mais tout ça en parallèle. Et jusqu'à 17 ans, il était hors de question de mettre les pieds sur scène. Alors que ma mère est une personne du métier, elle était danseuse, chorégraphe, elle est toujours, maintenant c'est une personne âgée, mais elle était danseuse, chorégraphe, comédienne. Mon père, non, c'était pas du tout ça. Mon beau-père était acteur, donc j'ai baigné dedans. Mais je ne voulais pas être sur scène. Et puis ça a commencé à mûrir vers 17-18 ans, spontanément. Comme ça, une espèce de sentiment de bascule. J'étais toujours dans mes études de maths et de physique. Et puis, c'est quand j'étais déjà arrivé en fac à Jussieu, où là, il y a une bascule qui s'est faite, intérieure. D'un seul coup, je me suis réveillé un matin, il y avait un clic dans ma tête, et là, j'ai su que ça avait changé. J'ai pris 3 ou 4 heures pour réfléchir en profondeur, quel est le choix, qu'est-ce que je vais faire, et j'ai choisi de m'engager dans le monde de la danse. Voilà, mais je suis venu à la danse par la musique, ça j'insiste. C'est vraiment la musique d'abord et ensuite la danse en conséquence de la musique. Pas l'inverse, parce que de nos jours, avec les contemporains, on a une approche qui peut être autre, qui n'est pas du tout la mienne. L'amorce, c'est vraiment la musique. Ah, c'est la musique et toujours la musique. D'où les claquettes maintenant, puisque j'aurais pu être musicien, en fait. En fait, j'ai fait donc beaucoup de piano. J'étais bon au piano, honnêtement, j'étais doué pour ça. Et j'ai choisi la danse. Honnêtement, je ne sais pas très bien pourquoi. Assez curieusement, je n'ai pas de souvenir de choc esthétique de danse comme de la musique. Vraiment, les ébranlements intérieurs dont je parle, ça a été la musique. Et je n'ai pas le souvenir d'avoir vu un danseur et d'avoir eu le même ébranlement jeune, d'avoir dit « Waouh, c'est ça que je veux faire ». Non, c'est plus diffus, curieusement. Alors ça, c'est forcément produit.
mais pas aussi nette que la musique. C'est vraiment la musique qui ensuite, à un moment donné, la danse est venue. Ma mère étant danseuse aussi, donc ça s'est rencontré, par exemple, mais pas que. Oui, c'est familial quand même. C'est un peu, oui, un peu. Pas uniquement, mais un peu. Et puis, ça s'est donc associé. Et j'ai fait le choix de devenir danseur plutôt que pianiste, par exemple. Alors que j'aurais pu vraiment devenir pianiste. Et honnêtement, c'est pas pour baratiner, je serais devenu un très bon pianiste. Voilà, c'est. D'accord. C'est dans la... Il y a une danse particulière qui, quand l'attrait pour la danse est arrivé, est-ce qu'il y a une danse qui a été un peu plus expressive pour toi et plus révélatrice? Je vais dire, je suppose, parce qu'encore une fois, je n'ai pas de souvenir extrêmement net là-dessus, mais j'allais dire le jazz au sens large, parce que ça veut dire beaucoup de choses, le jazz. Donc les comédies musicales, je pense que les comédies musicales ont fait partie des premières choses que j'ai aimées. Je dis bien je pense parce que la danse classique, que j'adore maintenant, que j'ai adoré à un moment donné de ma vie, c'est venu plus tard, c'est venu vers 17-18 ans. Avant ça, je n'aimais pas ça. J'ai pris des cours de classique avant. Alors, pour parler de l'historique de ça, je ne sais même plus quand j'ai demandé à ma mère, en l'occurrence, de prendre des cours de claquettes. Je ne sais même plus pourquoi je lui ai demandé. Est-ce que j'ai vu Gene Kelly, le fameux, ou Fred Astaire dans un film quelconque qui passait régulièrement à la télévision? C'est probable, mais j'en ai pas le souvenir. Donc, je suis venu ensuite à la danse classique parce que mon prof de claquettes m'a dit qu'il était un danseur, qui est un Américain, qui s'appelait Jack Beaver. C'est important de le citer. Je pense qu'il est décédé maintenant. M'avait dit un jour, tu sais, Christophe, si tu veux bien danser les claquettes, il faut faire du classique, alors que j'aimais pas ça du tout. Et j'en ai fait un peu contraint et forcé, mais un cours par semaine. C'était uniquement comme un passe-temps. Et puis un jour, le classique est venu aussi dans mes amours, mais plus tard. Voilà, donc je suppose que le jazz a été le premier truc. À l'époque, il n'y avait pas de hip-hop, il n'y avait pas tout ça. Ça n'existait pas. Alors, comme tu as commencé à aborder un petit peu le sujet des claquettes, justement, est-ce que tu pourrais nous raconter l'histoire des claquettes? Alors, l'histoire des claquettes. Donc, j'ai pris des notes sur Wikipédia parce que là, c'est un travail d'historien. Alors, pour faire court, vraiment très compact, parce qu'évidemment, c'est complexe si on commence à aller dans le détail, les claquettes américaines telles qu'on les connaît maintenant, c'est le résultat de la rencontre de deux peuples, au sens très large du terme. Le peuple blanc occidental, le peuple africain, pour des raisons historiques qui sont donc connues, l'esclavage, etc., l'immigration notamment irlandaise, en Amérique du Nord pour des raisons de famine notamment, etc. Bon, ça c'est de l'histoire, il faut vraiment plonger dedans. Mais in fine, ça a créé un creuset culturel parce que chaque peuple est arrivé avec son bagage, avec bien sûr partagé variablement selon les personnes, etc. Mais globalement, chaque peuple avait son creuset, du temps devant lui. Les échanges ont eu lieu évidemment, forcément. Et puis l'un et l'autre se sont influencés. Voilà. Donc, les claquettes telles qu'on les connaît, la technique est irlandaise. Voilà, ça vient de là. Voilà. Ça, c'est certain. Ensuite, les Africains ont apporté d'abord une sensibilité particulière, une perception particulière. Les peuples ont leur perception particulière, sans entrer profondément dans l'âme des peuples, etc. C'est une autre discussion qui est passionnante d'ailleurs, mais enfin, c'est un sujet plus délicat, ça demande plus de temps. En tout cas, ils se sont appropriés ça, l'ont réutilisé à leur sauce, et les Blancs eux-mêmes ont réutilisé ensuite, dans une espèce de va-et-vient constant, l'appropriation africaine de leur tradition, et se sont dit, tiens, ça c'est pas mal, leur façon de faire, tiens, ce truc que nous on fait de cette façon, eux le font comme ceci. Et il y a, un peu en deux grands styles, on peut dire que les Africains ont apporté une manière notamment de bouger plus souple, moins contrainte, parce que la culture blanche, surtout à l'époque, c'était vraiment, on est droit, les claquettes irlandaises sont comme ça, alors sans aller jusqu'à la rigidité vraiment voulue, presque militaire de Riverdance ou de Lord of the Dance qu'on voit maintenant dans les spectacles professionnels irlandais, où ils jouent sur ce côté ultra tenu avec des jambes qui bougent dans tous les sens, mais le haut du corps est impassible, qu'on retrouve en classique d'ailleurs dans une tradition qui s'appelle Bourdonville et qui est une école française et qui vit au Danemark, où le haut du corps bouge à peine et ça tricote en bas. C'est assez intéressant de faire le parallèle. Et donc ça, c'était le côté blanc qui était pour des raisons culturelles et puis des raisons parce que ça s'est installé comme ça. Les claquettes irlandaises étaient dans des espaces petits comme ici, on est en famille et quelqu'un se met à taper là avec un accordéoniste à côté. C'est aussi simple que ça. Après, c'est passé dans les pubs. C'était pas des spectacles au départ. C'était vraiment, et c'est toujours, une activité culturelle répandue au sein de la population. C'était pas, il y a une séparation entre le professionnel
et la culture vivante dans le peuple. Et puis les Africains ont pris ça à leur sauce, avec leur façon de bouger beaucoup, on pourrait dire presque moins complexée, avec notamment tout ce qui est partie génitale, le cul, comme on dit. Ça bouge très bien sans problème, mais c'est important de le dire parce qu'ils n'ont pas, ils ont pas du tout le même rapport au sexe que les Européens pouvaient l'avoir. On a plein de tabous en Europe, bon, un peu moins maintenant, il y a encore, ça se discute, hein, il y a un retour de beaucoup de choses. Mais enfin, pendant un moment, ça s'est décomplexé, mais avant, au 19e siècle, c'est compliqué. Les Africains n'avaient pas ce problème. Ils ont cette façon de bouger qui a plu à beaucoup de Blancs, et entre autres, ça a été repris. Et comme ça, dans ce va-et-vient constant, culturel, musical, physique dans la manière de bouger, eh ben, in fine, avec le temps, ça a donné les claquettes américaines. Alors, j'ai un oubli important, ça c'est sourcé. Les peuples d'Europe centrale, notamment les Juifs, ont eu un rôle très important aussi dans l'élaboration du jazz. Parce que les musiques juives d'Europe centrale, et donc russes, russo-juives, judéo-russes, enfin, vous voyez, bon, on peut toujours faire du pinaillage, ont une caractéristique musicale qui se rapproche des musiques irlandaises, à savoir ce qu'on appelle l'accentuation du contretemps. Très régulière, très joyeux, très vers le haut. Bas, haut, bas, haut, bas, haut, comme ça, régulier. Et ça, ils ont donc, de ce fait-là, ils ont contribué énormément, parce qu'ils étaient présents physiquement dans le Bronx, etc., dans leur émigration, ils ont contribué à cette élaboration musicale. Il n'y a pas de claquettes dans le monde juif que je sache. Chez les Russes, oui. Alors, il y a peut-être eu un apport à ce niveau-là. Voilà, donc tout ça a fait une espèce de fameux melting pot de fusion. Et on est arrivé à ce qu'on connaît aujourd'hui, et musicalement, et physiquement dans la façon de bouger. Voilà, pour faire très raccourci. Après, si on plonge là-dedans, on peut y passer sa vie. Après, il y a beaucoup d'informations à en retirer. Alors, aussi. Il y a un personnage que j'ai retenu quand même, voilà, dans mes notes que j'ai prises quand même. Par exemple, il y a un personnage qui s'appelait Master Juba. De son vrai nom, paraît-il, et là ils mettent même sur Wikipédia des points d'interrogation, William Henry Lane, né en 1825, mort peut-être en 1852, c'est pour dire que les sources aussi historiques sont un peu délicates souvent, à tout point de vue. Et lui, par exemple, il n'était pas le seul, mais il a été l'un des personnages principaux qui aurait fait le lien entre la culture blanche et la culture africaine, donc afro-américaine. Et c'est un peu lui qui a été un des personnages principaux fusionnels de cette culture-là. Voilà. Mais il y en a eu d'autres. Mais là, il est dit que c'est un des premiers qui a dansé devant un public blanc. Et bien sûr, il avait repris ce qu'on appelle les Irish Jig, tout en utilisant des pas africains, dont un s'appelle le Walk Around, avec un nom anglais. Je ne sais pas ce que c'est. Mais enfin, voilà. Alors, on va parler un peu de ta rencontre dans le monde de la danse maintenant. Qu'est-ce qui t'a amené dans cet univers ? Alors, ce qui m'a amené dans cet univers, c'est donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la musique. Définitivement la musique. Avec donc des chocs esthétiques que j'ai évoqués. Les chocs chorégraphiques, je ne les ai plus en mémoire. Mais je sais qu'un jour, c'est ce que j'ai mis dans mes petites notes, un jour j'ai dit à ma mère, « Maman, je veux faire des claquettes ». Et pourquoi les claquettes ? Parce que j'ai donc dû voir un danseur à claquettes qui m'avait forcément plu. Alors, probablement, ça a dû être ceux qu'on diffusait régulièrement, surtout à l'époque, attention, quand j'avais donc 10-12 ans, on avait, je crois, péniblement 3 chaînes de télévision. Et quand on avait la chance de voir une comédie musicale, c'était à Noël. Hein, et le reste, c'est plus comme maintenant, hein, pas du tout. Donc j'avais dû voir Gene Kelly parce qu'il repassait toujours les mêmes choses, Chantons sous la pluie, etc. Je dis bien, je suppose. En tout cas, ce qui m'a plu dans les claquettes, ça c'est sûr, c'est l'aspect musical en plus, l'aspect percussion. J'ai adoré ça, puisque j'aurais pu être musicien. Et donc j'ai fait beaucoup de piano, j'aurais pu être pianiste, mais j'aurais pu être batteur. En fait, il y a 3 instruments que j'aurais aimé jouer. Donc, le piano, la batterie, ça c'est certain, et la guitare électrique. Ça c'est du plus tard, mais j'adore la guitare électrique de hard rock. Du hard rock mélodique, pour la petite histoire, moi, les riffs de Scorpion, Europe et compagnie, j'adore ça. Bon, ça c'est venu plus tard, mais j'aurais pu, vraiment j'adore ça. Donc, c'est pour cette raison que je suis venu à la danse, c'est obligé. Et puis, les claquettes m'ont occupé à raison d'1 cours par semaine en tant que pratiquant strictement amateur pendant pas mal d'années, avec ce prof américain, Jack Bieber, qui m'a dit que si je voulais bien danser les claquettes, voyant que j'étais un peu mordu, il fallait quand même que je me colle au classique, hein, redresser le dos, etc., avoir la tenue, puis danser, quoi, tout simplement, avoir une technique des lignes. Surtout que ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, tous les danseurs jazz claquettistes étaient formés en classique. C'était
normal, incontournable. C'est plus le cas maintenant. Maintenant, il y a une séparation entre les claquettistes qu'on peut vraiment qualifier de tapeurs, ça je pourrais en parler après, mais ils sont plus du tout danseurs. Donc avec un visuel, à mon sens, irregardable, éventuellement de la podorythmie intéressante. Je dis bien éventuellement, c'est pas garanti. Mais à l'époque, on était tous danseurs. Ça, c'était obligé. Et ensuite, l'évolution personnelle, le jazz a été rencontré. Le jazz en tant que jazz, hein, sans claquettes. Je ne sais pas quand. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un danseur de jazz et que je dise waouh. Comme ça s'est produit pour la musique. Mais ça s'est produit forcément. C'est peut-être West Side Story qui était diffusé régulièrement, c'est probable. Ensuite, dans ma maturation qui continuait, le classique est arrivé. Là, ma mère était une fan de Nureyev. Vraiment une fan. Alors lui, je l'ai vu danser sur scène quand il dansait encore valablement, j'avais 15 ans. Hein, j'ai vu le tapis de fleurs sur la scène, j'ai vu la foule hystérique debout, ça je l'ai vu. Hein. Tout ça, et j'ai aimé. J'ai aimé, vraiment. Et puis, ma maturation continuant, j'ai vraiment adoré la danse classique. Ça tombait bien, puisque mon cher prof de claquettes m'avait dit qu'il fallait que j'en fasse. Bah, du coup, je ne me forçais plus. Je l'ai fait volontiers. Et toujours sans projet de devenir danseur professionnel. Ça, c'était en parallèle de mes études de sciences. Et puis, tout en faisant du piano. Et puis, ça mûrissait, ça commençait à me chatouiller. C'est plus par les conseils au début, en fait. Même pas les conseils, c'est une maturation intérieure. D'accord. Ça, j'insiste là-dessus. C'est vraiment une maturation intérieure. Et puis, j'étais déjà en fac. Ça commençait déjà à grouilloter au fond de moi. Je commençais à sentir que, bon, les planches m'attiraient, avec l'exemple maternel, beau paternel, parce que j'avais accompagné ma mère en tournée, je savais ce que c'était que des coulisses, des théâtres, je connaissais par cœur. Hein. Ça, c'était familier pour moi. Les copains à la maison qui venaient étaient tous des artistes de mes parents. Et ça grouillotait en moi. Voilà. Et puis la décision donc s'est produite d'elle-même. Hein. C'est venu vraiment de l'intérieur. Un matin, quand je me suis réveillé, j'étais déjà en train de préparer mes partiels de première année de fac à Jussieu en sciences et structures de la matière. Voilà, exactement. Et là, il y a eu un déclic. Je me suis réveillé un matin, j'ai pris mon stylo, je l'ai posé et j'ai senti, là, il s'est passé quelque chose. Et comme je suis très rationnel aussi, tout en étant très intuitif, je dis, bon, on va peser le pour le contre. 3-4 heures durant, sur mon bureau, la tête dans les mains, j'ai fait pour, contre, pour, contre, pour, contre. Et la grande décision est venue de par une projection visuelle. Je me suis projeté avec une blouse blanche dans un labo d'astronautique à la NASA en train de préparer l'expédition vers Mars ou je ne sais pas quoi, et faisant de la danse, du piano en tant qu'amateur, ou l'inverse, l'artiste devenant professionnel du danseur, en l'occurrence, que ça je savais que ce serait de la danse, et non pas dans la musique, mais cultivé scientifiquement, philosophiquement, tout ce que vous voulez, etc. La deuxième option l'a emporté. Enfin, c'est celle-là qui, pour moi, m'a garanti un bonheur, plus de bonheur possible que la première, tout en sachant que c'est hasardeux, mais ça, je connaissais. J'ai pris le risque, et puis bien m'en a pris. 42 ans plus tard. C'était plus le danseur projeté sur Mars. Voilà, c'était plus ça. Alors après, si on dansait sur Mars, vu la gravité martienne, on aurait des sauts très très hauts. On pourrait se faire plaisir, dans un premier temps. Alors Christophe, rentrons en scène. Oui. En quoi faire de la scène t'a porté vers l'enseignement? Alors, ce n'est pas parce que j'ai fait de la scène que j'ai été porté vers l'enseignement. D'accord. En ce qui me concerne. Et alors là-dedans, il y a des voies multiples, selon les personnes. Pour moi, c'était la scène. Point. Voilà. Dans tous ces aspects, dans tout ce que j'aimais, j'ai travaillé d'arrache-pied pour devenir le meilleur interprète possible. Mais le résultat, c'était être en scène, être engagé, être en scène, faire mon métier, etc. Voilà, pour faire très court, très simple. L'enseignement, il m'est venu, en fait. C'était comme pas mal de choses dans ma vie, ça m'est arrivé. Et puis finalement, c'était, ah bah oui, tiens, pourquoi pas. En fait, donc j'ai dansé pendant 25 ans sur scène non-stop, que de ça. De temps en temps, j'ai donné quelques cours de claquettes à la demande de copains ou de copines qui, l'une tombait enceinte, l'autre était, je sais pas quoi, quand j'étais à Paris, mais très peu. J'avais bien aimé d'ailleurs. Bon voilà, mais c'était vraiment, je suis artiste, interprète de scène. Ça, c'est très important. C'est pas le cas de tout le monde. Hein. Donc, ça a duré 25 ans. Jusqu'à l'âge donc de 43 ans, 3 quarts.
juste avant 44, où là, pour des raisons personnelles, qui sont très simples, je voulais avoir un enfant à tout prix. Malheureusement, la femme avec laquelle c'était envisageable était en France. Et moi, j'ai travaillé à l'époque sur les bateaux de croisière, parce que ce sera une chose que je pourrais évoquer. Une autre spécialité très importante de ma vie professionnelle qui m'a fait beaucoup travailler, c'est les portées acrobatiques, qui n'ont rien à voir, et que j'ai D'accord. découvert dans la revue. Voilà, ça c'est venu beaucoup plus tard que les claquettes, bien plus tard. Ça a été aussi un autre. Ça a été un vrai choc esthétique, chorégraphique. Tiens, c'est intéressant par rapport Oui, à ce tu que vas je pouvoir disais plus nous en tôt. parler Je un vais en petit peu parler. plus tard. Et donc, quand j'ai décidé de m'arrêter, de quitter les bateaux de croisière, alors que je m'y étais très bien et que j'avais un métier qui marchait formidablement bien, c'était pour rentrer en France, avoir un fils. Enfin, un fils ou une fille. Bon, en l'occurrence, c'est un fils qui est arrivé. Et pas comme je voulais. Enfin, bon, ça, c'est une autre histoire. La vie est bizarre. Et là, je me suis dit, bon, je vais arrêter mon métier, parce que je savais qu'en France, je n'aurais plus de boulot. Et puis, je savais qu'à terme, il fallait que j'arrête, un jour ou l'autre. Bon. Donc, je vais trouver du travail dans un théâtre, quelque part en coulisses. Là, j'ai rencontré la réalité française que je connaissais un petit peu, étant un petit peu au fait des réalités socio-économiques, mais c'était pire que ce que je croyais. C'est-à-dire que quelqu'un qui, comme ça, arrive avec 25 ans d'expérience en France, tout le monde s'en fout. Ça n'intéresse personne. Ce qui intéresse, c'est quel diplôme vous avez. Non, non, j'ai pas de diplôme, je parle plusieurs langues, les artistes, je connais par cœur, c'est tout. Non, mais ça, quel est votre diplôme? Voilà. Voilà ce que j'ai rencontré, comme ça, bam, 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 sans arrêt. Alors, pour faire simple, un jour, une copine est arrivée et m'a dit, tiens, je donne des cours de claquettes à tel endroit, je vais m'installer dans le sud, est-ce que ça t'intéresse de reprendre ma clientèle? Une fille avec qui j'avais beaucoup travaillé, une danseuse, Oui. qui s'appelle Vanessa, et qui donc était aussi claquettiste. Et ça m'a fait tilt, et j'ai dit oui. Mais j'y avais jamais pensé, en fait. En fait, je ne m'imaginais pas comme prof, assez curieusement. Pas du tout. C'est parce que Ah la oui. proposition proposition est venue que ça m'a fait intuitivement, bah tiens, ouais, pourquoi pas. Et puis, bah, je lui ai repris sa clientèle, je me suis installé là où elle travaillait, et puis maintenant, ça fait 10 ans que je donne des cours là-bas. Voilà. Et D'accord, c'est puis, en mettant le l'opportunité doigt qui est dans venue à toi, en fait. Pardon. C'est l'opportunité qui est venue à toi. Absolument. Et puis, en mettant le doigt dans l'engrenage, ça m'a plu, de plus en plus, et maintenant, je me sens très très bien dans ma peau de prof, de transmetteur. Je préfère dire transmetteur que prof. Alors, une petite question concernant les gens qui veulent se perfectionner. Tout danseur qui veut se perfectionner, doit-il danser par la scène, selon toi? Ah, alors ça, c'est la grande histoire. J'ai fait un grand baratin. Alors, je vais essayer de résumer mes nombreuses pensées. Alors, ce qui est très intéressant comme question, parce qu'en fait, elle a des résonances politiques de nos jours, en fait. Parce que Mhm. l'État, c'est malheureusement, ça j'insiste, j'assume mes mots, mêlé de ça. Mhm. Alors, ma conviction personnelle, pensée, parce que le mot conviction, j'aime pas trop. Disons, la pensée, elle est simple. La danse est un art. Bien. Alors, qu'est-ce qu'un art? Un art, c'est un artiste et qui est un médiateur qui transmet une intériorité au monde extérieur par un média. Ça, c'est la définition exacte de l'artiste. Le sculpteur transmet son monde intérieur, quel qu'il soit, hein, à l'extérieur par sa sculpture, le peintre par sa peinture, le musicien par sa musique, etc. etc. Le Mhm. danseur par son corps et les mouvements qu'il fait, ce qu'il génère. Ça, c'est un art. Il y a donc la question qui est incontournable de l'intériorité. Alors, quelle qu'elle soit, si tant est qu'on puisse la définir, ce qui n'est pas toujours évident, mais c'est philosophiquement passionnant, mais ça nous emmènerait sur une autre discussion longue, etc., mais passionnante, il faut une intériorité. Donc, un transmetteur, préfère ce mot-là à professeur, on peut toujours pinailler sur le sens des mots, mais je préfère, on transmet quelque chose, on transmet un acquis, une vie. Un transmetteur qui n'a pas cette intériorité, mais qui transmet des pas de danse, transmet de la gym. De la gym d'une certaine sorte. Mhm. Alors oui, certes, les positions de la danse, jazz, classique, ce que vous voulez, ne sont pas les mêmes, mais s'il n'y a pas d'intériorité qui sous-tend le geste, c'est de la gym, c'est une forme de gym. Des figures, Des figures, c'est ça? voilà, de la gym, des Mhm. figures. Bon. Un gymnaste fera des saltos, un danseur fera des Ouais. pirouettes, bon, pour faire simple. Donc ça, selon moi, dans l'idéal de la transmission, ça manque. Alors c'est variable selon les danses, certaines sont plus ou moins chargées d'intériorité et plutôt chargées d'une intériorité plus ou moins précise. C'est plutôt ça, notamment la danse classique où il y a des rôles, des personnages extrêmement marqués dans le ballet traditionnel. Si vous faites du tango argentin ou de la samba, l'intériorité est là, attention, hein, mais elle est
plus diffuse, elle est peut-être moins spécifiée, c'est moins un personnage, un tel qui a, etc., tel sentiment, vous voyez, on n'est pas là-dedans. Enfin là, encore une fois, ce serait une longue discussion, mais très intéressante. Donc, si cette intériorité n'est pas là, ce n'est que de la gym. Quelqu'un qui n'est pas passé par la scène, avec tout ce que ça veut dire, alors attention, là ça je l'ai bien mis dans mon petit résumé, passer par la scène n'est pas la bonne formule. Pourquoi? Parce que quelqu'un veut dire, mais moi j'ai fait des galas de fin d'année, je suis passé par la scène. Non, non. Passer par la scène, ça veut dire le vécu du danseur de métier, qui est un tout. C'est-à-dire ce qui permet d'aller en scène. Alors, l'acharnement à se bonifier, prendre des cours sans cesse, apprendre sans cesse, travailler alors pour arriver à des spectacles précis avec des chorégraphes différents. Donc, fouiller des rôles, quand rôle il y a, fouiller des gestes, aller au bout d'une exécution parfaite, encore et encore et encore pendant des heures, faire des répétitions qui durent toute la journée, mentalement, dépendre de ça pour vivre. Je dois avoir tel boulot, sinon je ne paye pas mon loyer, je ne paye pas mon électricité. Il y a un enjeu. C'est pas la même urgence, c'est pas la même instance. Donc ça génère des forces intérieures nécessaires, sinon on tient pas le coup. Avoir de la casse, par exemple, c'est-à-dire physiquement, c'est être cassé. Voilà, je me suis. Alors, certains cas, c'est grave, mais d'autres, la blessure, passer les blessures, ouais, passer au-dessus des tendinites, passer au-dessus des douleurs XYZ, arriver en scène alors que normalement, quelqu'un de lambda se serait fait arrêter 6 mois par un médecin standard en arrêt de travail. Non, non, nous, on va en scène, je l'ai vécu, je l'ai fait. Donc, et je suis pas le seul. Donc, tout ça, plus la richesse artistique entre les différentes danses parcourues, les différents chorégraphes avec qui on a travaillé, les différentes musiques dont on s'est imprégné, dont on a voulu traduire l'atmosphère, l'esprit, on peut appeler ça avec différents mots, tout ça contribue à forger cette intériorité qui ensuite est transmise dans un cours de qualité. Voilà. Alors évidemment, c'est transmis variablement selon les élèves, selon les âges notamment. Alors à cet endroit, on en parlera après peut-être, grosse différence entre les enfants jusqu'à une certaine frontière et les adultes. Enfin, il y a une frontière un peu floue, on en reparlera. Mais cette intériorité est là. Les gens qui ne sont pas passés par là, qui n'ont fait que ce qu'on appelle maintenant, c'est là où je dis que c'est politique, les écoles de formation. Parce que l'État a mis son nez là-dedans, il a fabriqué des instituteurs de la danse, avec le fameux diplôme d'État, qui pour moi est une catastrophe. Ça peut se démontrer de manière simple. Pendant 3 ans à peu près, des gens prennent des cours, ils mettent jamais les pieds en scène, ils passent jamais une audition. Bah oui, passez des auditions aussi. Vous êtes en compétition avec d'autres. Les films qu'on voit, notamment états-uniens comme Chorus Line, vous êtes des centaines, c'est vous qui devez avoir le boulot. Ça génère en vous des forces d'action qui sont exceptionnelles. Et c'est tout le temps comme ça. Votre vie est tout le temps une remise à niveau. Moi, j'ai passé des auditions, j'avais 40 ans passés. Je devais reprouver à 40 ans, à tort ou à raison, mais plutôt à raison, je pense, que oui, je suis capable de faire le boulot qu'on me demande de faire. Oui, ça pousse à se dépasser. Vous vous dépassez tout le temps. Quand vous avez fait une école de formation et que vous avez votre diplôme d'État, vous êtes un bon institut de la danse. Alors, je sais que ça va faire grincer des tas de dents et j'en suis ravi. Vous êtes un bon instinct. Vous n'avez qu'une intériorité très limitée d'abord de par votre âge. Vous n'avez pas vécu. Parce que dans l'intériorité de l'artiste et du danseur, ah oui, ça j'ai oublié de le dire, vous avez le vécu de vie. Vous n'avez, à 20 ans, jamais ou peu aimé. Vous n'avez pas ou pas beaucoup souffert, en tout cas en Occident. Hein. Si vous êtes un fils ou une fille d'un autre monde, ça oui, et que vous avez pris des bombes sur la gueule, là peut-être vous avez un vécu autre, mais ici tout va bien, on est bien nourri, on est bien protégé. Il y a donc toute une vie humaine qui n'est pas présente. Quand vous dansez, je reviens au ballet classique, où par exemple vous avez des rôles forts, hein, dans des grands ballets classiques, Gisèle, la scène de la folie, vous avez 20 ans, vous faites la scène de la folie, ah bon? Comment vous faites? Il faut une sacrée transmission de quelqu'un qui a 40 ans de plus pour vous mettre en vous ce à quoi peut ressembler une scène de folie, de chagrin d'amour. Quand vous avez vraiment vécu et eu des chagrins d'amour déchirants, quand vous avez cru pouvoir vous jeter par la fenêtre parce que la femme ou l'homme de vos rêves est parti ou n'est pas là, quand vous avez souffert physiquement, quand vous avez perdu des proches, là, vous savez nourrir votre geste. Aussi, ça contribue, vous voyez. À 20 ans, vous sortez d'une école de formation, tout ça, ça n'existe pas, ou très peu. Plus l'absence de chorégraphes différents, ou très peu, plus l'absence de le peu de richesse artistique. Vous avez travaillé avec 3-4 profs pendant 3-4 ans, et c'est tout. Tout ça donne une certaine pauvreté. Et néanmoins, l'État français dit, vous pouvez enseigner. Parce qu'il interdit à des gens qui ont 20 ans, 25 ans de scène. Alors, il y a 3 genres, jazz classique, jazz et
contemporains qui ont été des danseurs étoiles au New York City Ballet ou je ne sais où, en classique par exemple. Non, ils ne peuvent pas enseigner parce qu'ils n'ont pas leur diplôme d'État. Voilà où on en arrive. Ouais, ouais. Bon, ça c'est tragique, c'est la France, malheureusement. Enfin, c'est l'un des aspects de la France. Sur le fond, quand vous avez vécu, aimé, souffert, travaillé avec des dizaines de chorégraphes, passé des dizaines d'auditions, eu de la casse, etc., vous avez autre chose à mettre dans les gestes que vous transmettez que quelqu'un qui n'a pas vécu tout ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Alors, pour être un bon prof, il faut avoir envie de transmettre tout ça, bien sûr. Là, c'est un autre sujet. C'est l'envie. Mais il faut déjà au moins avoir la matière. C'était la question que vous posiez. C'est des gestes imprégnés d'une histoire. D'une histoire. Quand vous tendez la main vers quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a je t'aime ou va-t'en. Le regard change. Et ça, à 18 ans. Alors, continuons avec l'enseignement. Oui. Comment perçois-tu l'enseignement, Christophe? Alors, l'enseignement, pour moi, c'est Alors, c'est mon histoire. Je pense que c'est valable pour tout le monde si on a un regard lucide. On pourrait dire qu'il y aurait deux types d'enseignement. L'enseignement à destination immédiate de futurs professionnels et l'enseignement pour tout le monde. L'enseignement, lorsque l'État appelle les pratiques amateurs. Ils adorent mettre des mots. Ce que tu mets dans l'enseignement pour tout le monde? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, pourquoi cette distinction? Parce que ce n'est pas du tout les mêmes publics. Mon public, mes publics, comme on dit, ce sont les amateurs. Voilà, 99,9%. Là-dedans, de temps en temps, il y aura un futur professionnel. Maintenant, depuis 11 ans que je donne des cours, je vis des cours, après avoir quitté la scène et avoir fait un peu un mix entre les deux. J'ai 2 personnes qui vont devenir professionnelles. Voilà, pour ce qui est très satisfaisant déjà. Ouais. Ah oui, vraiment, c'est déjà beaucoup. Le reste sont des amateurs. Donc, la question c'est, qu'apportons-nous à tous ces gens-là? Alors, ma réponse est que, au-delà d'une pratique spécifique disciplinaire, donc des claquettes, mais ça peut être n'importe quoi d'autre, notamment beaucoup dans les danses. On en parlait la fois dernière, toutes les danses sociales, la salsa, etc., qui sont très importantes. Au-delà de se faire plaisir à bouger, à rencontrer du monde, etc., et de pratiquer quelque chose qu'on aime bien, je me suis aperçu qu'en fait, on contribuait à un développement global de l'être. En fait, quand les gens apprennent à bouger les pieds, leurs bras, leurs mains, d'une manière ou d'une autre, pour faire de la musique avec leurs pieds ou pas, ou bouger avec une partenaire ou pas, ou juste faire de la danse classique ou pas, même en étant amateur, en fait, ils se bonifiaient, ils se développaient globalement. C'est un développement global, holistique, pour en prendre un petit mot, un mot un peu prétentieux, mais que j'aime bien. C'est un développement global. En fait, dans beaucoup de cas, on fait de l'éducation corporelle et dans certains cas, même de la rééducation. On rigole toujours entre nous quand on parle des gens, on leur apprend ou leur pied droit ou leur pied gauche. Oui, complètement. Ah, mais complètement. Pourquoi? Parce que là, ça revient à ce qu'est un art et ce qu'est la danse en tant qu'art. Dans la vie ordinaire, le corps ne bouge qu'à des fins pratiques et utiles. On saisit un verre pour boire, on saisit quelque chose pour une fin utile et pratique. J'ouvre une porte, etc. Donc, le corps est constamment en mode automatique. J'appelle ça le fonctionnement darwinien. In fine, c'est la survie du corps physique. In fine. Ultimement. Voilà, vous mangez, vous évitez les coups, vous évitez de mettre le pied où il ne faut pas, etc. La danse, en tant qu'art, n'a absolument rien de darwinien. Vous ne survivez pas dans la forêt, sauvage, à poil, parce que vous dansez. Ça, vous mourrez de froid direct. Donc, c'est un truc humain. C'est une nécessité humaine qui, d'ailleurs, nous permet de poser une question sur la spécificité de l'être humain dans la création. C'est l'être humain peut-il se passer d'art? Je crois que la réponse a été donnée non. D'ailleurs, les confinements récents l'ont montré. Plein de gens sont devenus de plus en plus cinglés. Pas que de ne pas sortir de chez eux, mais aussi d'être privés, notamment d'art. Moi, mes élèves me le disent. Merci de reprendre les cours, merci d'être là. Parce qu'on devenait dingo chez nous, sans claquettes. Et on avait forcément des profs de salsa et autres l'ont entendu, c'est obligé. Oui, puis on a pu voir que d'autres ont réveillé leur créativité artistique aussi. Tout à fait. Oui, d'un seul coup, il faut de l'art. Donc, l'art, alors la danse, pour revenir à ça, c'est bouger le corps à des fins purement symboliques. C'est beau. C'est élégant, on peut mettre des tas d'adjectifs dessus. Voilà, et alors, comme je le disais, on traduit à l'extérieur de soi, si on a une démarche très, très consciente, très philosophe, on traduit à l'extérieur de soi une intériorité. Sans aller jusque-là pour les amateurs,
on s'évertue à faire des gestes beaux, mais in fine, vous ne buvez pas, vous n'ouvrez pas une porte, vous n'évitez pas un trou dans la rue, vous n'évitez pas un coup qu'on vous donne. Non, non, c'est juste, vous faites un geste beau. Et cette beauté vous nourrit. Mais pour exécuter ce geste beau, d'un seul coup, les gens se rendent compte à quel point c'est compliqué, à quel point ils bougeaient dans le quotidien sans problème, sans se prendre la porte dans la gueule, sans passer à côté du verre qu'ils veulent prendre, ce qui est extrêmement précis comme geste. Et là, on leur demande de lever le genou, la jambe, bouger le pied d'une manière extrêmement précise aussi, mais pour faire un tac-tac, en l'occurrence en claquette. Et là, ils ne savent pas. Ils sont complètement désarmés, démunis. Et là, ils se prennent conscience d'eux-mêmes, de tas de choses. Et en fait, on se rend compte que par les claquettes et le reste, les autres pratiques artistiques deviennent des prétextes à développement personnel. Alors, plus ou moins grands selon les personnes, plus ou moins aboutis, plus ou moins ceci, plus ou moins cela, mais ça devient un prétexte à développement personnel. Et ce qui pour moi est très important parce que je ne peux pas, ça c'est perso, ne pas me poser de questions sur le sens de la vie, ma présence dans ce monde, qu'est-ce que je fous là, pourquoi, à quoi ça sert. Moi, me réveiller le matin, le soir, et puis laisser les jours passer, ça c'est pas moi, je peux pas, j'y arrive pas. Bon. Ça c'est mon côté philosophe, c'est un autre sujet, mais il est très fort, très présent. Donc j'ai besoin de trouver un sens. Par les cours, j'ai trouvé un sens. Entre autres, enfin, attention, il y en avait un avant, mais j'avais dû trouver un sens dans ma vie de danseur professionnel. Tout ce que je vous ai raconté sur l'intériorité, c'est le résultat de mes méditations pour répondre à la question, mais qu'est-ce que je fous en scène? Pourquoi je suis là? Est-ce que je gagne juste ma croûte ou est-ce que j'ai une autre fonction plus intéressante, plus grande? Gagner ma croûte, c'est basique, j'ai besoin de ça, il faut bien que je bouffe, mais c'est pas suffisant pour moi. J'ai donc trouvé des réponses. L'artiste a une place dans le monde symbolique, il élève les personnes auxquelles il présente ce qu'il fait, ça les élève intérieurement, voilà, sans entrer dans le détail. Bon, d'où le mot élève que j'aime beaucoup. Élévation, ça c'est stricto sensu, c'est vrai. Le prof a le même rôle dans un contexte différent. Pour moi, il élève les gens intérieurement, il les contribue à leur développement. Alors le prétexte chez moi, c'est les claquettes. Un autre, ça va être autre chose, la peinture, la sculpture, la musique. Mais il y a une élévation intérieure globale. C'est pas juste ah j'ai réussi à faire des claquettes, ah j'ai réussi à faire ma jambe qui monte, ah j'ai réussi à faire ceci ou cela. Ça c'est une vision trou de serrure et qui est fausse. En fait, à leur insu même, les élèves, les pratiquants s'élèvent, donc deviennent des élèves, parfois même à leur insu. Ils n'en ont pas forcément conscience tout de suite. Un bon prof d'ailleurs doit le rappeler de temps en temps. En faisant ce que vous faites, vous travaillez globalement sur vous. Comme ça, ils prennent conscience aussi d'une manière plus vaste de ce qu'ils sont en train de faire, à mon avis. Christophe, alors si on continue dans l'enseignement, quelles sont selon toi les principales clés de la pédagogie d'un bon professeur? Alors, les principales clés, avec bon sens, d'abord bien connaître, bien savoir ce qu'on transmet. Bon, ça paraît évident, enfin c'est pas toujours le cas. Alors, comment évaluer si on connaît bien? Un des bons critères pour moi, c'est la remise en question permanente. Bon, je prends mon exemple, parce qu'on parle de moi aujourd'hui, je prends toujours mes propres cours avec des gens avec une personne extrêmement compétente, qui a l'un des meilleurs cours de Paris, je le cite, c'est important, il s'appelle Victor Cuneau, je travaille avec lui. Je m'entraîne toujours. Avant ça, j'ai pris des cours avec d'autres gens. Je reviendrai d'ailleurs sur le parcours professionnel, il y a des gens que j'aimerais citer, ce serait injuste de ne pas les citer. Voilà, donc la remise en question constante par la pratique, par les questionnements qu'on se pose, etc. Donc ça, c'est un critère de bonne volonté. Donc quelqu'un qui est là-dedans déjà, en général, quand même, il sait de quoi il parle. Voilà, parce que sinon, ça veut dire qu'il se pose des questions tout le temps et il comprend rien. Bon, alors, tout peut arriver, mais enfin voilà. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui se contentent déjà de peu, d'un petit acquis, et voilà, ça suffit. Bon, alors ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a donc tout le relationnel avec l'être humain. Une forme d'empathie permanente, un peu pulsante, c'est-à-dire sentir un peu les caractères, ce qu'on peut dire à certains, pas à d'autres. Bon, moi, le truc dominant, c'est l'humour, et je pense que l'humour est une grande faculté pédagogique. Tous les profs avec qui j'ai travaillé et qui m'ont emballé, qui m'ont porté, étaient des gens qui avaient beaucoup d'humour. Et encore maintenant, on rigole beaucoup dans un vrai cours sérieux, tout en transmettant une matière. Ensuite, savoir porter les élèves, des fois les stimuler, les pousser au-delà de ce qu'ils pensent être et leurs limites. Non, vous pouvez aller au-delà.
c'est presque des objurgations parfois. Si tu peux, vas-y, fais-le, Mm. allez, et on sait jusqu'u aller. Parce qu'il y a un moment où ils ne pourront plus. Mais il y a les 10-20% un peu au-delà. Alors, il faut savoir sentir ça. Encore une fois, c'est vraiment du sentiment. Ensuite, la patience, bien sûr, parce que quand on a, alors ce qui est mon cas, un parcours de scène avec des résultats X, Y, mais quand même qui m'ont permis d'être engagé, donc il y avait des résultats, on a en face de nous des gens qui physiquement sont démunis, n'ont rien à voir avec la condition d'un professionnel. Donc justement, déjà savoir et admettre qu'on a en face de soi, enfin ce qui est mon cas, des gens qui ne sont pas des professionnels et qui ne le seront jamais. Donc ils font de leur mieux, mais les résultats qu'on obtiendra ne seront pas ceux de professionnels. Ils n'ont pas la condition physique pour ça. En plus, ils prennent avec moi typiquement un cours par semaine. Il ne faut pas rêver. Un cours par semaine, ça permet d'atteindre des résultats, mais pas au-delà de. Donc, il faut accepter ça. Donc, cette espèce d'humilité et de patience aussi dans les résultats. Il y a des gens qui pigent vite, d'autres qui pigent très lentement. Il y en a qui pigent jamais. C'est quelques-uns. C'est un peu triste, mais bon, ne jamais lâcher l'affaire jusqu'au moment où peut-être même disent bon, j'y arrive plus, j'en sais rien, je m'en vais, ce que je trouve toujours dommage, mais ça peut arriver. Donc ça, c'est très important. Et puis, je crois que c'était un peu l'essentiel. Un autre aspect auquel je tiens, c'est rester ferme sur sa conception de son métier. Parce qu'il arrive d'avoir des élèves peu respectueux, mal éduqués, c'est possible, ou juste impolis, qui font des remarques déplacées dans le cours. C'est-à-dire le cours n'est pas à leur convenance. Voilà, la musique leur plaît pas, ils comprennent pas l'exercice, donc il n'est pas bien, et ils le disent. Alors là, il faut savoir s'imposer et dire avec des mots parfois peut-être un petit peu directs, enfin vu mon caractère, ça a tendance à être assez direct, c'est expliquer que non, voilà pourquoi on fait ça. La musique, c'est moi qui l'ai choisie, c'est mon cours. Si elle ne vous plaît pas, vous ouvrez votre cours et vous mettez les musiques que vous voulez. In fine, il faut savoir rester quand même un peu dans son axe. Ça ne veut pas dire ne pas se remettre en question, dire après tout, c'est vrai, tiens, j'ai peut-être mis cette musique un peu trop souvent. Bon, je peux comprendre que, voilà, j'ai peut-être été un peu trop fixé sur un tel truc. Très bien, très bien. Mais il y a quand même le transmetteur et ceux et c'est pas une fonction, mais ils sont là pour apprendre. Donc déjà, apprenez ce que le transmetteur a à vous transmettre. On discutera après. Vous voyez, c'est un peu ça, l'ordre des choses. Il y en a un qui oublie ça et il l'ouvre un peu trop. Et ça peut arriver de devoir congédier certaines personnes. Ça m'est arrivé 2-3 fois, de devoir dire à des personnes ou leur faire comprendre que si le cours leur plaît pas, je comprends, mais c'est comme ça. Et que j'ai une vision de mon métier, j'ai une vision de ce que je transmets. Je ne fais pas ça pour me détendre. C'est pas transat morito, comme je dis. Hein, quand on est là, qu'on est debout sur ses pieds à faire quelque chose, on doit bouger le corps d'une certaine façon. C'est difficile, c'est des tas de micro-mouvements synchronisés. C'est compliqué, c'est pas le beach volley. Donc les gens qui me disent, moi, j'en ai pour me détendre. Alors je leur dis, non, venez pour vous détendre, oui, mais vous venez pour faire quelque chose de précis et c'est difficile. Il y a une notion d'effort. Si vous n'êtes pas capable d'intégrer cette notion d'effort, de remise en question dans votre pratique, ne faites pas. Transat Morito au soleil. Ça, c'est le seul truc où on n'a rien à penser. Et oui, on est en pleine détente. Je connais bien, hein, j'adore ça. Moi, je vais en Corse l'été quand je peux et je me gave de ça. Voilà, 15 jours, formidable. Mais dès qu'on fait quelque chose volontairement, du ski, n'importe quoi, des claquettes, de la danse, tout ce que vous voulez, de la varap, de la grimpette, de n'importe quoi, ce sont des gestes précis à un moment donné, synchronisés. C'est ça la technique en fait. Et ça, pour l'acquérir, c'est des efforts. Il y a une notion d'effort. Alors quelqu'un qui n'est pas capable de faire ça, il ne faut pas qu'il vienne. Et il y en a qui ne sont pas capables, mais ils ne veulent pas l'admettre. Alors ils disent non, mais ton cours, ça ne va pas. Bon, si ça ne va pas, salut. Et alors, si on part des critères d'un bon élève, oui. Est-ce que ça rentrerait dedans, justement? Ça rentre dedans à peu près. Voilà. Oui, alors j'ai dit en rigolant, j'ai ri de moi-même, évidemment, j'ai dit le bon élève, la première qualité, c'est qu'il la ferme. Ça, c'est le côté blague. Mais c'est pas tout à fait faux. C'est-à-dire, la première chose, c'est... J'allais dire, on peut tout à fait admettre un élève, un pratiquant, avant de s'élever, il pratique, ne trouve pas son compte dans un cours donné. Voilà. Pour X critères. Il y a des tas de raisons. Voilà. Il y a déjà le rapport personnel. La personnalité du prof joue beaucoup. Voilà. Il y a des gens il y a des atomes non crochus, ça existe. Les choix musicaux dans le cas de la danse, très bien, ça peut ne pas coller.
Des tas de choses, voilà. Finalement, aussi, la pratique ne correspond pas aux attentes. Ça existe. Il y a des gens qui pensaient, ça j'ai souvent entendu, oh, c'est plus dur que je ne croyais. Les claquettes pâtissent beaucoup de ça, de cette légèreté des comédies musicales. Et les gens ne se rendent pas compte du travail en amont parce qu'ils n'ont jamais travaillé avec leur corps avant. Donc, ils n'ont D'accord. pas cette habitude de la difficulté de faire quoi que ce soit avec son corps de non darwinien, de non habituel. Alors, ils sont surpris. Alors, ça peut arriver. C'est pas qu'ils n'aiment pas le prof, c'est pas qu'ils n'aiment pas la discipline, c'est qu'ils se rendent compte que ça va leur demander des efforts qui dépassent ce qu'ils ont envie de fournir. Ils ont le droit. Mais indépendamment de ce cas-là, la première démarche, posture, c'est j'acquiers au moins pendant un temps ce que le transmetteur me transmet avant de juger. Quand on juge d'une chose, c'est qu'on la connaît, hein, ou qu'on la sait plutôt. Donc, déjà, je m'imprègne de ça. Et c'est donc une position d'ouverture, d'humilité, de dire, il me dit de faire ça, eh ben je le fais, et puis on verra bien. Enfin, voilà, je fais confiance. Il y a une forme de confiance. Je le dis souvent dans mes cours, d'ailleurs. Je dis souvent, bon, j'ai deux présentations pédagogiques. Il y a les choses immédiates où je dis, voilà, ce que je vous dis, vous pouvez le comprendre par vous-même. J'insiste beaucoup là-dessus. Je suis un porteur du flambeau de la pensée autonome dans tous les domaines. Pensez par vous-même. Ça, c'est un credo, je le répète sans arrêt. Ne croyez jamais rien. Pensez par vous-même. Ça, c'est très important. Et dans les cours, je dis, voilà, je vous dis de faire ça. Pensez, ça respecte les lois de la physique. C'est donc normal que ça marche. Ça ne peut pas ne pas marcher parce que ça respecte les lois de la physique. Voilà, mécanique, physique. Bon. Et il y a d'autres choses où je leur dis, là, vous devez me faire confiance. Quand je vous dis que si vous faites ça, ça va être négatif dans le temps, là, vous devez me faire confiance. J'ai le recul que vous n'avez pas. Voilà. Donc là, je pourrais vous expliquer pourquoi, mais là, on s'embarque dans des analyses longues. On n'a qu'une heure et demie de cours. Donc là où je leur dis, vous devez me faire confiance. Et là, on revient à l'élève qui est donc à cette disponibilité, cette bienveillance, cette ouverture. Il n'a pas décidé d'avance de ce qui est bien, pas bien, parce qu'il y en a des comme ça, hein, parfois. Et tout de suite, ils disent, non, mais ça va pas. Bon, ok. Pratique d'abord, peut-être, non. Bon, c'est rare, mais il y en a quelques-uns. Donc voilà, globalement, le bon élève, c'est quelqu'un qui est ouvert. Et deuxième caractéristique, l'assiduité. Très important, d'arriver à mettre dans son planning, il y en a qui ont du mal, un cours par semaine, voilà, tel jour, à telle heure, j'ai telle pratique. C'est inscrit, c'est pas je viens si je n'ai rien d'autre à faire. Parce qu'il y en a des comme ça, parfois. Alors, voilà, il n'y a rien d'autre à faire. Et comme on a toujours un truc à faire, bah, ils viennent une fois par mois. Moi, j'ai eu ça m'est arrivé, des gens qui se plaignaient de ne pas progresser, et je leur ai dit, mais vous venez une fois par mois, 1 heure et demie par mois. Qu'est-ce que vous espérez de ça? Et là, ils sont surpris de ne pas progresser. Alors, il faut les éduquer, leur apprendre leur expliquer pourquoi, en travaillant avec son corps non darwiniennement 1 heure et demie par mois, eh ben, on n'arrive pas à grand-chose. Enfin, on progresse, mais alors, allure d'escargot, ne soyez pas surpris. Il y en a qui le sont. Donc, l'assiduité, voilà, la Le régularité dans la curseur n'est pas le pratique. même. Comment? Le curseur n'est pas le même. Oui, mais c'est assez surprenant ce qu'il faut apprendre parfois aux gens. En fait, on leur apprend à apprendre, en fait. C'est un truc d'ailleurs que j'ai pas dit dans le cadre pour le prof. Un bon prof, c'est quelqu'un qui aussi apprend à apprendre. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Ça, je l'ai fait avec des gens plus jeunes, qui étaient inéduqués totalement sur ce que c'est qu'un transmetteur, ce que c'est que prendre un cours. Déjà, ils ne savaient pas. Ça commençait par là. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Ça, c'est un truc très important. Alors, les adultes, c'est plus rare, ça peut arriver. J'en ai rencontré. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près l'essentiel de ça. Alors Christophe, parlons d'amour de la danse. Est-ce que selon toi, l'amour de la danse prend plus d'importance que l'amour d'une relation? Alors, ça peut, et je pense que c'est une faute. Parce que ça doit être absolument complémentaire et ça nourrit le sujet de qu'est-ce qu'un artiste. Un artiste doit se nourrir de la vie, donc se nourrir aussi de la relation à l'autre et la relation amoureuse, entre autres, avec tout ce que ça comporte. Voilà, encore une fois, si on doit exprimer des sentiments humains, que ce soit l'amour, la haine, la tristesse, ceci, cela, et qu'on ne les a jamais éprouvés dans sa propre vie, ça ne va pas. Il manque quelque chose. C'est donc totalement contradictoire. Alors, ça, c'est dans le cadre toujours de ce qu'est un artiste. On pourrait objecter à ça que oui, mais alors si on n'aime que parce qu'on a une idée en tête, c'est de nourrir ensuite le spectacle ou le personnage qu'on va faire en scène, il y a un côté un peu utilitariste et ça ne marchera pas. Et on retombe un petit peu sur tout est tourné vers la danse. C'est une objection vraie, je trouve. Elle est logique en tout cas. Alors, bon, ça a le mérite au moins quand même de laisser la place au sentiment. Ensuite, plus simplement, un être humain doit aussi, il est fait de beaucoup de choses et il doit avoir une relation personnelle.
Il y a donc, enfin, une ou des relations personnelles, juste pour être heureux. Et je ne pense pas que l'exclusivité donnée à la danse, par exemple, ou à l'art en général, de tout son cœur, puisse assurer le bonheur à un être humain. Alors, des tas de gens diront: «C'est pas vrai», j'en suis un exemple. Alors là, j'ai mon regard extérieur. Quand j'observe les personnes à qui sont dans ce cadre-là, dans ce schéma, il y en a beaucoup de femmes malheureusement, je ne les vois pas heureuses. Ça, je suis catégorique. Elles peuvent dire ce qu'elles veulent. Moi, je sais lire dans les regards. Je regarde dans le fond des yeux. Non, il y a quelque chose qui manque. Ouais. Oui, ça, je suis catégorique. Alors, ouais, je vous dis à discuter. Hein. Non, ça, on ne fera pas changer d'avis. C'est une chose que j'observe depuis longtemps. Ça fait très longtemps que j'ai vu ça. Et on a enfin, il y a une expression qu'on a déjà eue avec des collègues, c'est que des collègues femmes d'ailleurs, c'est que le monde de la danse est un cimetière, un petit peu. Et il y a beaucoup de danseuses qui finissent seules, sans enfants. Je pense que c'est une faute. Voilà, alors on peut me traiter de vieux réac, j'assume totalement. Je pense qu'avoir des enfants est une chose indispensable pour une vie pleinement épanouie. Les seules exceptions, pour des tas de raisons, attention, chaque sujet peut être développé. Hein. Moi, j'ai voulu absolument compulsivement avoir des enfants. J'en voulais deux, j'en ai eu qu'un. Voilà, la vie m'en a donné qu'un, mais merveilleux. Il était là ce matin, il est parti. Il est parti à l'école. Enfin, c'est irremplaçable. Et ça n'empiète absolument pas sur la passion que j'ai de la danse, de l'art, des Mmh. claquettes, du piano, de Mozart, de qui vous voulez. Ça n'a rien à voir. C'est totalement complémentaire. Ça fait synergie. Et moi, les danseurs que je connais qui sont les plus épanouis sont des gens qui ont eu des enfants. Et, ou qui, enfin, qui ont eu, ou qui en veulent, qui vont en avoir, qui Mmh. ont ça en tête. Mais moi, quand je vois, surtout des danseuses, encore une fois, pour des raisons simples, voilà, c'est surtout les filles qui veulent avoir des enfants. Chez les hommes, il y a 80% d'homosexuels qui n'en veulent pas. Donc, c'est réglé pour eux. Chez les femmes, il y a moins d'homosexuels, c'est aussi bête que ça. Et, mais elles sont tellement engagées dans leur danse, que ce soit classique, cabaret, pour des motivations différentes, que le temps passe, le temps passe, le temps passe. La biologie, malheureusement, elle n'attend pas. Et moi, j'ai eu mon gamin à 46 ans, c'est tard, mais un homme a le privilège de pouvoir attendre. Une femme à 46 ans, c'est plus compliqué. Ouais. Et il y en a plein qui voient le train passer, merde, il est passé. Et elles se retrouvent toutes seules. Voilà. Et souvent même sans mec. Bon, de plus. Mmh. Parce qu'elles ont fait, à mon sens, cette faute d'être exclusives dans leur affection vers la danse ou tout ce qui l'entoure. Voilà. Je pense que c'est une erreur. Mais ça arrive. Ça arrive. Alors, je mettrai juste une exception, un bémol. Il y a certains êtres qui marquent l'histoire de l'art. Ils sont particuliers. Alors, j'ai cité Mozart. Dans la danse, on peut prendre Caroline Carlson, des gens comme ça qui, à tort ou à raison, on aime ou on n'aime pas ce qu'ils ont fait, mais enfin voilà, ils ont marqué l'histoire, ils ont un rôle particulier, c'est peut-être leur destin de mettre toute leur énergie créatrice, en l'occurrence dans la danse, donc il n'y a pas d'enfantement de chair. Dans quelques cas, admettons qu'il y ait une substitution possible et que vraiment l'être soit épanoui. Et je le limite vraiment à quelques individus. Dans Mmh. mon observation, dans ma pensée philosophique, c'est quelques individus. Les autres, selon moi, doivent pouvoir avoir les deux dans leur vie. Voilà. Est-ce que pour toi, la danse facilite les rencontres? Alors, oui, indiscutablement. Alors, tout dépend qui on est. Si on est un mec hétéro et dans la danse, c'est le paradis, entre guillemets, j'exagère un peu. Mais c'est évident, il y a une majorité de femmes. Donc, si vous êtes un mec hétéro sympa, pas trop moche, bon, ben voilà, vous avez des rencontres de fait. Alors après, plus sérieusement, selon les contextes, est-ce que vous donnez des cours de danse classique, de jazz, ce que j'appelle les danses où on danse seul? Là, la rencontre, c'est alors soit de pratiquants en tant qu'homme à autres pratiquantes, ça existe, hein, ça arrive, ça m'est arrivé bien sûr, soit de profs aussi à pratiquantes. Hein. Il y a aussi des Mmh. histoires personnelles qui se produisent, et c'est normal. Hein. On se trouve bien, on se plaît, on est sympa, blabla, enfin, ça a lieu, tout simplement. C'est un lieu de rencontre, hein, de fait, physiquement, de rencontre, on se rencontre, voilà. Et en plus, on partage quelque chose qu'on aime. Donc ça a lieu. Ensuite, il y a les danses sociales où là, entre pratiquants, bah, ils sont par définition à deux. Et il y a plein de gens qui font des danses sociales, la salsa, tout ça.
le but direct, c'est de rencontrer, mais ça, c'est des deux côtés, c'est filles et garçons. Il y a plein de nanas qui vont dans ces cours, dans les cours et in fine, faire dans des soirées cubaines et autres. Bien sûr, c'est trucs sympas, etc. Mais aussi, c'est l'occasion de rencontrer quelqu'un, la possibilité de rencontrer quelqu'un. Mais de manière marrante, c'est plus rigolo que d'aller sur Mythique ou je sais pas quoi. Plus intéressant, peut-être plus juste aussi. Parce que quand on danse avec quelqu'un, on a assez vite une meilleure idée de ce qu'est la personne que derrière un écran avec une jolie photo, etc., etc. Je suis comme ci, comme ça. Donc ça, c'est direct, c'est un rôle social. C'est pour ça qu'on appelle ça des danses sociales. Ensuite, pour les femmes, et là je ne citerai pas de nom, voilà, mais j'ai des exemples directs, des relations directes, des femmes profs, elles ont dans leur cours 95-19% de filles. Alors, si elles aiment les filles, bon, bah, éventuellement, ça tombe bien, mais si ce n'est pas le cas, c'est solitude planète. Voilà, c'est-à-dire qu'au niveau affectif, ça n'ira jamais qu'au stade du copain. L'ami éventuellement, ça peut arriver. Bien sûr, moi aussi j'ai des relations, une bonne partie de mes relations durables actuellement sont des relations des gens que j'ai rencontrés dans les cours, avec qui une relation d'amitié a eu lieu avec des tas de femmes, j'ai des tas d'amis femmes. Ça veut dire avoir une amie, c'est une chose, finir ensemble à se faire des câlins, c'est autre chose. Mais voilà, donc c'est tout à fait inégal selon qui vous êtes et votre orientation sexuelle, comme on dit de nos jours. Pour des raisons mécaniques, hein, c'est statistique, qui est là. Et les cours, c'est 99% de femmes, 1% d'hommes, et encore. Moi, dans mon cours de claquettes, j'ai un mec, peut-être un autre bientôt, un petit garçon d'une maman, très bien. Voilà. D'accord. C'est étonnant quand même. C'est comme ça partout. Voilà. Un ou deux bons hommes qui se baladent là-dedans. Le reste, c'est que des filles. Alors Christophe, et toi, qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans la danse? J'ai toujours pas compris le mot kiffer. Qu'est-ce que tu vibres le plus dans la danse? Ah, bah voilà. Alors, donc, ce qui me plaît le plus dans le mouvement dansé, dans la danse, donc c'est toujours un rôle social. En fait, je ne danse pas pour moi-même. Il y a beaucoup de danseurs qui aiment danser pour le plaisir lui-même de danser. Chez moi, ça a toujours été un acte, une démarche de spectacle. Il faut toujours un public. Et je n'aime le mouvement dansé que lorsqu'il est le résultat de répétitions, d'un travail en amont de professionnels, des cours que j'ai pris, qui in fine se concrétisent dans le moment du spectacle où il y a un public que je suis censé toucher par la qualité de mon travail. Si je le vois, c'est encore mieux. Si je vois qu'ils ont des yeux comme ça, c'est vraiment ça le vrai plaisir. Je ne peux pas séparer mon action de danser d'une fonction sociale. J'ai besoin de sentir que c'est un continuum de vie, que je suis inscrit dans un sens de vie. Et l'artiste, et en l'occurrence le danseur, fait partie de ce sens de vie. Alors évidemment, alors après on va dire oui, mais enfin il y a quand même une sensation immédiate, une expérience de la danse, bien sûr. Alors oui, le mouvement dansé lorsqu'il colle avec la musique, puisque chez moi c'est forcément sur de la musique, le mouvement dansé sans musique, sauf exception, cas très particulier, ne m'intéresse pas, ne me plaît pas, ne me touche pas. Donc il y a une espèce d'harmonie à un moment entre le mouvement dansé et la musique. On a le sentiment que c'est ça qu'il fallait faire et pas autre chose sur tel moment de musique. Ça, c'est une réalité. Et il y a aussi quand même une sensation physique dans des spectacles très engageants. On a l'impression, oui, physiquement, de se dépasser, mais dans ce cas-là, on pourrait dire, je vais courir, pourquoi pas, c'est pareil. Donc, il y a toujours cette notion de, je suis un artiste, je véhicule, je transmets quelque chose, et je transmets ce quelque chose à qui? À moi-même. Non, non, j'en suis pas là. Donc, Dieu merci, c'est vers un public. Voilà, donc ma fonction d'artiste. Et le dernier truc que j'avais oublié, qui est très intéressant, c'est que chez moi, il y a une dimension militaire qui est très forte, guerrière, disons, qui aurait pu être militaire. En fait, j'aurais pu devenir militaire dans cette vie. Et elle est très, très présente chez moi. Et j'ai compris, il n'y a pas si longtemps que ça, qu'en fait, la danse telle que je l'ai pratiquée et pourquoi j'y suis venu, ça a été une manière de sublimer mon énergie guerrière, très présente, de manière non violente. J'ai utilisé cette énergie et j'ai vécu ma danse et mon métier de la même manière qu'un légionnaire, qu'un guerrier, vraiment, en me relevant chaque fois que je tombais, en étant compétent dans plusieurs disciplines, dont normalement chacune d'elles suffit pour remplir toute une vie. Moi, j'ai travaillé comme un fou furieux, mais j'ai travaillé comme un commando le fait. Voilà, ça je le sais maintenant, j'en suis conscient. Et ça m'a permis de le faire sans tuer qui que ce soit. Et ça, je sais que ça a été une motivation inconsciente pendant longtemps, et qui est devenue consciente il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Et quand je danse,
Quelque part, c'est le guerrier qui ne tue personne et qui a transformé son énergie, qui transmet quelque chose. Voilà. Ça, c'est une démarche. Alors ça, je le dis parce qu'on n'est pas nombreux comme ça. Ouais, c'est intéressant. Oui, c'est assez particulier, Mm. ça vaut la peine d'être cité. Alors parlons maintenant amour de soi. En tant que professeur, comment est-ce que tu te perçois? Il n'y a pas de mots. Non, sérieusement. Donc, je me perçois comme quelqu'un qui a un rôle, encore une fois, on en revient au continuum de vie, qui a un rôle intéressant, pertinent, important peut-être, dans la vie des gens. Encore une fois, c'est toujours indissociable de l'action que j'ai sur le monde extérieur, en l'occurrence les êtres humains. Parce que les chats, les chiens et les arbres ne s'intéressent pas, que je sache, à mon travail de danseur. Donc, j'ai besoin de voir que ça aide les gens. Donc, je me fais plaisir en les aidant, en contribuant à leur développement. Parce que pour moi, la vie, c'est on fait un peu de spiritualité rapide, n'a de valeur que si elle n'est que progrès, d'une manière ou d'une autre. Il y a des tas de façons de progresser. Ma propre vie n'est que ça. Je n'ai eu et je n'ai maintenant que de soif, véritable, que d'apprendre toujours plus, chaque jour, plus, quelque chose de nouveau, et de contribuer au même processus par le média de ma transmission aux personnes qui elles-mêmes veulent apprendre quelque chose. Et quand je vois les gens progresser, là c'est ce que j'ai mis, je suis bien dans ma peau quand je vois les gens progresser. La satisfaction d'être utile, rôle social, je contribue au sens de la vie. Voilà. Bonification globale de l'être, par exemple. Ça, j'insiste là-dessus, c'est très vrai. Donc les claquettes ne sont qu'un prétexte, en quelque sorte. Quand je vois d'un seul coup des gens devenir plus heureux, qui me disent merci de donner le cours, c'est le moment de ma semaine où je suis heureux. Je l'ai entendu. Hein. Alors, on peut dire que c'est triste, qu'il n'y ait malheureusement rien d'autre, mais bon, il se trouve que c'est comme ça. Si je suis la personne qui rend heureux une fois dans la semaine, enfin qui contribue, parfois j'ai eu des témoignages extrêmes. Hein. Je dis, bon, c'est dommage que ce soit comme ça, mais au moins je suis celui-là. C'est indissociable. Encore une fois, seul devant mon miroir ou dans mon studio à faire clac-clac, pas possible. J'ai même essayé de le faire pour trouver des choses moi-même, de faire de la recherche personnelle. Parce qu'il y a ce côté musical des claquettes, on a en fait assez peu évoqué ça. C'est une musique, un musicien travaille avec son instrument. J'ai loué un jour un studio et je me suis mis dedans pour chercher des trucs. Je me suis filmé. Je vais trouver plein de trucs. Que dalle. Je me suis fait chier. Mais comme c'est pas possible, seul avec moi-même, ça m'intéresse pas. Je n'ai des idées que lorsque je sais que je vais être devant des gens bientôt. Et alors là, ça sort tout seul. Mais il faut cet échange. Je suis entièrement tributaire de l'autre. Sur une île déserte, je serais autre chose. Voilà. Pas du tout ça. Donc j'ai besoin de voir ça. Donc c'est comme ça que je me perçois. Et je fais mon métier quand je vois des gens progresser. Ce qui est le cas en claquette d'ailleurs. Et d'ailleurs, une chose précise, intéressante, j'ai arrêté de donner des cours de danse classique parce que je ne voyais pas les résultats que je vois en claquette. Pour des tas de raisons. La danse classique, mais définitivement, même dans les intentions, justement, toutes ces mains qui sont tellement signifiantes. Je ne parle pas des sauts, ça demande une condition athlétique que les amateurs ne peuvent pas avoir à moins de prendre que des cours presque comme un professionnel. Alors on arrive à des petits résultats, mais des petits. Je me suis dit, bon, les intentions, les regards, les ports de tête, eh bien ça, il faut être habité par quelque chose, on en revient au monde intérieur. Et rien que ça, c'est tellement étranger au monde moderne que les gens ne comprennent pas quand vous leur dites regarde vers l'infini et au-delà. Au-delà de quoi? Ils sont perdus complètement. Et en fait, il faut des cours de théâtre. Et heureusement, j'avais les claquettes. Et là, en claquettes, c'est plus simple, les claquettes. C'est joyeux, c'est gai, c'est sympa. Hop, ça parle tout de suite. Eh bien, je leur dis comment lever les genoux, comment mettre les pieds. Eh bien, au bout d'un moment, ils y arrivent, variablement. Je les vois progresser. Donc, j'ai dit, allez, je rabats tout sur les claquettes, au moins, je me sens utile. C'est toujours cette notion d'utilité. Voilà, qui est consubstantielle de ce que je suis. Voilà. Christophe, tu danses plutôt le jour ou la nuit? C'est comme le boulot vient. Je suis tout temps, tout terrain. Alors, quand on est sur scène, c'est traditionnellement le soir, plus tôt, mais ça se fait aussi en journée, mais c'est plus rare. La journée, c'est un type de public, on appelle notamment le troisième âge, etc., ou les matinées. Voilà. Il y en a moins. Le spectacle a lieu en général le soir, c'est aussi simple que c'est aussi bête parce que les gens travaillent la journée et puis ils vont au spectacle le soir. En règle générale, il y a des tas de gens qui bossent le soir aussi. Hein, les chauffeurs de métro travaillent le soir. Mais bon, ils ont aussi des soirées de libre, enfin, il faut l'espérer. Donc voilà, traditionnellement, c'est ça. La journée, c'est plutôt des matinées, spectacle de troisième âge.
Et puis quand on est prof, en général c'est le soir aussi parce que les gens viennent prendre des cours après leur boulot, les amateurs qui ont tous en général un boulot la journée. Et sinon des cours à la demande en journée, ça peut arriver. Avec tous ces partages, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter? Oui, je vais essayer d'être le plus vite possible. Le parcours professionnel, donc, j'ai pas parlé du détail. Donc, je suis devenu, quand j'ai décidé de devenir danseur professionnel, j'ai eu la chance d'auditionner pour lui. Il y avait 2 compagnies de claquettes en 1980, celle de Thierry Godefroy et celle de Victor Cuno. Donc, Victor Cuno, avec qui maintenant je m'entraîne maintenant, qui avait une compagnie de claquettes, et Thierry Godefroy, qui s'appelait la Lugo Taps Company, Marie-France Lucas, qui était sa femme. C'est important de la citer aussi. J'ai été engagé par cette compagnie de Thierry Godefroy et Marie-France Lucas et j'ai donc eu la chance de pratiquer pendant 4 ans dans une compagnie, des répétitions, des spectacles, qui était un enrichissement extraordinaire. Après, j'ai quitté la compagnie, j'ai eu ma vie de danseur, etc., etc. Mais ça fait partie de ce passage. Donc, en tant que claquettiste, je suis ce que je suis aujourd'hui parce que je suis passé par cette compagnie. Et maintenant, je m'entraîne avec celui qui était chorégraphe de l'autre compagnie et qui, lui, est donc un grand professeur, un universitaire qui fait des recherches très poussées sur les claquettes, etc. Donc ça, c'est une chose. On parlait aussi de passer par la scène. Oui, la scène, c'était aussi la transmission d'un souffle parce qu'on a vécu tellement de choses qu'on transmet des valeurs et aussi ces facultés de se dépasser soi-même. Parce que donc je peux dire à des élèves, tu peux te dépasser parce que je l'ai fait moi-même. Voilà, c'est ça. Je l'ai peut-être pas assez précisé tout à l'heure. Quand on a souffert, quand on a pu se dépasser, on peut aussi pousser les élèves vers ça. C'est une chose. On peut transmettre des valeurs aussi, le dépassement, l'abnégation, le courage, blablabla, plein de choses. On sait de quoi on parle. Il y avait, oui, le bon élève. Le bon élève, c'est un acte technique. Je le dis souvent dans les cours, c'est convoquer la mémoire. C'est que là, c'est un gros truc qu'on rencontre. D'une semaine à l'autre, on répète tout le temps les mêmes choses parce que les gens sont trop passifs dans les cours. Ça peut se comprendre. Ils sont fatigués. Ils arrivent ils ont des melons comme ça, avec des vies souvent fatigantes, prenantes, stressantes. Alors je leur dis, vous devez convoquer votre mémoire. Qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière? Qu'est-ce que j'ai dit la semaine d'avant pour faire ce geste, ce geste? Voilà. Ce rôle actif que idéalement un vrai élève doit avoir, et il sera en service en faisant ça. Hein. Comme ça, quelque part, je devrais ne dire que des choses nouvelles. Bon, ça c'est la théorie, mais au moins qu'ils aient ce rôle actif et pas juste ah oui. Il m'a dit ça quand je le redis. Vous voyez, ça c'est important. Et puis aussi le truc de l'élève doué. On parle souvent de ça. L'élève doué n'est pas forcément un bon élève. C'est important. L'élève doué, il aura de meilleurs résultats à enseignement donné. Mais le bon élève, c'est celui qui convoque sa mémoire, qui écoute, etc. Ça c'est important parce que souvent on s'arc-boute sur l'élève doué. Il est doué, il n'est pas doué. Ça c'est faux. Le vrai don, c'est savoir écouter et convoquer sa mémoire. Ça c'est le meilleur. Après, on a des aptitudes mécaniques, bien sûr. Et ensuite, oui, en tant que prof, quand je me perçois, oui, ce que j'aime bien, c'est que dans mes cours, pour bonifier les gens, les aider, les élever, j'ai un grand plaisir à transmettre toute ma culture générale, justement. Ça, je transmets pas que des claquets, je transmets de la musique, de la philo. Je peux parler des fusées, je fais référence à des tas de choses. Et ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est une présentation holistique des choses. J'aime bien ce mot-là. Ça fait chic dans les salons. Je fais référence aux arts martiaux aussi. Les positions, beaucoup de postures sont des postures d'arts martiaux. Hein, les postures justes. Ou l'épée. L'épée, il y a beaucoup de choses qui sont semblables. Voilà, je crois que j'ai dit ce que je voulais dire, qui me semblait important. De complément. Bon, j'ai peut-être oublié un truc, mais vous reviendrez. Donc, écoute, là, on va te laisser le mot de la fin. Le mot de la fin. Si tu as des choses à compléter, le mot de à la ajouter. fin, je reprends mes petites notes, là. Ce qui est intéressant, quand je les relis, je me rends compte moi-même, c'est d'ailleurs un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que le fait d'avoir parlé de tout ça, c'est une prise aussi de conscience de soi-même. Quand on se pose des questions pour expliquer quelque chose à quelqu'un, en fait, on donne des réponses à soi-même. Et je me rends compte encore une fois que c'est toujours la notion du rôle social on parle de moi, que je peux avoir. Voilà, j'ai noté là, bien transmettre est beau car ça bonifie. Mais ça bonifie qui? Ça bonifie les gens. Bon, moi, ça me bonifie moi aussi, ça m'entretient physiquement. Je me pose des questions. Alors, les claquettes, ça aussi, c'est intéressant de le dire. En tant qu'instrument de musique, le fait de créer en permanence des nouveaux rythmes, des nouvelles frappes, je ne répète pas que des choses déjà faites ou des choses apprises, par exemple. J'ai vraiment tout un univers musical personnel, assez riche, je crois, sans prétention. Et donc, bien sûr, je me bonifie moi-même. Mais encore une fois, seul dans un studio ou sur une île déserte, non. Donc là, je le marque, c'est toujours le rôle que j'occupe dans la vie générale
qui est un rôle qui me semble plutôt positif. On peut toujours discuter, mais enfin, ça me semble plutôt pas mal. Ça rend directement les gens heureux. J'ai ce privilège de faire partie des gens des personnes dont le métier me met en contact avec des gens qui sont heureux et quelque part qu'on aide à devenir de plus en plus heureux. C'est pas le cas de tous les métiers. Moi, je suis admiratif des métiers de gens qui sont constamment en contact avec la souffrance. Par exemple, j'ai une énorme estime pour les pompiers. J'ai une estime profonde pour les médecins en règle générale. Alors eux, ils arrivent à sauver des gens, mais combien en voient-ils mourir? Les pompiers arrivent par définition là où c'est la catastrophe. Et ils voient des choses terribles. Et ces gens-là, pour moi, suscitent le respect parce qu'ils sont constamment en face de la misère humaine, en fait. Je fais partie des gens qui sont en face de quelque part de ce qu'il y a de mieux, enfin entre guillemets, la joie, le bonheur, on rigole dans les cours, les problèmes sont laissés à la porte du studio, provisoirement. Voilà, c'est donc un privilège. Je suis conscient de ça, j'ai de la chance, et quelque part ça m'encourage à être sans cesse meilleur pour me rendre digne. Ça c'est une chose très importante, digne de ce privilège que j'ai d'être dans un monde plutôt sympa, voilà, et d'en vivre, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Voilà, donc c'est une espèce de chose comme ça. Mais voilà, participer au grand cycle du bonheur possible. Et puis de temps en temps, on a des gens, des cas particuliers. Là, j'ai 2 éléments qui vont, voilà, Robin et Cory, je les cite, qui vont en faire un métier, qui ont été des gens que j'ai eus comme élèves, totalement ou en partie, c'était le cas d'un des 2, mais enfin qui vont en faire un métier. Bon, c'est les petites perles, parce qu'évidemment j'ai fait ce métier, donc quand j'en vois qui vont le faire aussi, ça fait plaisir. C'est une satisfaction personnelle aussi. Bah, évidemment, voilà. Mais après, le tout venant, des gens qui vraiment ont du mal à encore distinguer leur pied droit de leur pied gauche, mais qui ont fait des progrès, je me dis, j'ai été utile, j'ai contribué à les rendre plus heureux. Voilà. Oui, puis tout ça, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, l'élévation. Voilà, oui, c'est un cercle. Voilà, absolument. Où est-ce qu'on peut te retrouver? C'est très simple, il faut aller sur mon site internet qui est claquette au pluriel, paris.fr, et je donne mes cours à Paris, je les donne Villa Wagram dans le 8e arrondissement, c'est le 8e, pas le 17e, à côté de la place des Ternes. Voilà. Christophe, merci pour cette interview. Plaisir. Très agréable moment. Retrouvez l'émission One Star sur www.aimerdanceavenue.fr dans Média TV samedi.